Nous allons répondre à la question: la haute bourgeoisie est-elle encore une classe sociale? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer essentiellement donc sur les travaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, un couple de sociologues spécialisés dans cette question de la haute bourgeoisie. Alors, première question, la haute bourgeoisie, peut-on considérer qu'il s'agit d'une classe en soi? C'est-à-dire une classe qui objectivement rassemble des individus qui ont une situation, on va dire, sociale, économique, semblable ou identique ou proche. Alors, la réponse à cette question est clairement oui. Quand on s'appuie sur les travaux de Monique Pinson-Charlot, dans la mesure où ils utilisent donc la grille d'analyse de l'espace social de Pierre Bourdieu, et à partir de là, donc, ils mettent à jour que la haute bourgeoisie forme en effet déjà une classe, on va dire, objectivement repérable. Alors, pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. En fait, la haute bourgeoisie se caractérise par un capital global très élevé. C'est sa caractéristique principale, elle est tout en haut de l'échelle économique et sociale. Et cela est vrai quelle que soit la forme de son capital. Elle cumule donc les trois formes de capital que Bourdieu utilise pour classer les individus dans l'espace social. Elle dispose notamment d'un fort capital économique. En effet, les membres de cette classe sociale disposent de revenus élevés. Alors ce sont des revenus du travail, car ils ont des professions souvent assez bien rémunérées. Exemple, les professions libérales, médecins, architectes, notaires, avocats, etc. Mais ils disposent aussi de revenus du capital assez importants, dans la mesure où ce qui caractérise la richesse de cette classe sociale, c'est quand même surtout aussi son patrimoine économique. Alors ce dernier peut être sous forme immobilière ou financière, mais il va générer donc des revenus, des intérêts, des dividendes pour le capital financier ou des loyers dans le cas du capital immobilier. Dans tous les cas, donc cette classe sociale se caractérise par un très fort capital économique. Elle se caractérise également donc par un fort capital culturel, c'est-à-dire que les personnes qui appartiennent à cette classe sociale disposent en général de diplômes très élevés, ils ont fait des études supérieures, mais ils disposent aussi de tout un ensemble de pratiques culturelles valorisées et considérées comme prestigieuses. Dans le domaine de la musique notamment, ça va être notamment à travers la musique classique et l'opéra, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas d'autres formes de musique, mais ils maîtrisent également les codes de celle-ci. Ça va être vrai également de la visite régulière, je sais pas, d'exposition, de musées. Donc quelle que soit sa forme, cette classe sociale dispose d'un capital culturel élevé. Et enfin, elle dispose également d'un fort capital social. Le capital social, c'est l'ensemble des relations que l'on est susceptible de pouvoir mobiliser afin d'obtenir une information ou un soutien dans le cadre d'une recherche d'emploi, dans le cadre d'une place dans une école, dans le cas, je sais pas moi, d'une stratégie résidentielle, la recherche d'un logement, etc., etc. Donc ce qui caractérise cette classe sociale, c'est la possession donc, de ces trois formes de capital, et à chaque fois d'un volume élevé de ces trois formes de capital. Alors, si la haute bourgeoisie est une classe en soi, est-elle pour autant une classe pour soi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, là aussi, clairement, on s'aperçoit que oui. Alors là, il faut rappeler rapidement ce qu'on appelle une classe pour soi. C'est un terme utilisé par Marx pour montrer qu'une classe en soi, donc des gens qui ont une situation objectivement semblable, ne sont pas nécessairement conscients de leurs intérêts communs et ne les défendent pas. Donc une classe en soi devient une classe pour soi dans la mesure où les individus forment un groupe social et qu'ils ont conscience que leurs intérêts sont communs et ils s'organisent pour les défendre. Donc dans le cadre de cette définition globale, la haute bourgeoisie peut être considérée comme une classe pour soi. Alors on va voir maintenant comment on peut le montrer. Alors, l'argument qui permet de montrer que c'est une classe qui est consciente d'elle-même, c'est qu'elle développe tout un ensemble de stratégies très conscientes d'entre-soi. Qu'est-ce que l'on entend par là? On entend par là le fait, la volonté de construire donc un espace social dans lequel on va fréquenter des personnes de son milieu social. Et on va voir que ça peut prendre des formes différentes.
Par exemple, ce peut être des stratégies résidentielles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les gens vont habiter à des endroits précis à l'intérieur d'une ville. On va habiter dans un quartier, souvent qu'on appelle d'ailleurs quartier bourgeois. Si on prend l'exemple de Paris, on va voir que le 7e arrondissement, le 16e arrondissement sont des quartiers qui vont concentrer une population qui appartient donc à ce milieu social. Si on prend une ville comme Lyon, le 6e arrondissement, le 2e arrondissement, l'ouest lyonnais sont des territoires où on va retrouver là aussi une forte proportion de personnes appartenant donc à cette classe sociale. Alors stratégie résidentielle, c'est une stratégie où on va chercher à habiter dans des endroits où on va retrouver ses semblables. Et évidemment, tout ce qui, les services, par exemple scolaires ou autres, qui correspondent donc à la consommation et aux habitudes et aux pratiques de cette classe sociale. Alors ce qui est vrai des stratégies résidentielles l'est aussi pour les stratégies scolaires. Il y a d'ailleurs un lien entre les deux. Les stratégies scolaires, ça veut dire qu'on va faire très attention à à l'endroit où son enfant va être scolarisé. Et on va le placer dès l'école primaire, dans des écoles souvent privées, mais pas n'importe quelle école privée, ça va être les écoles privées les plus prestigieuses, celles où l'enfant va retrouver des enfants du même milieu social. Donc là aussi, si on prend l'exemple de Lyon, on va avoir des écoles privées sur la presqu'île, sur les pentes de la Croix-Rousse, etc., qui vont rassembler des enfants de ce milieu social. Et donc, dès l'école, l'enfant va être plongé dans un univers social qui est semblable à celui qu'il connaît chez lui. Enfin, on peut prendre comme troisième exemple les stratégies matrimoniales. Les stratégies matrimoniales, c'est toutes les stratégies que les parents vont déployer pour que leurs enfants fassent un mariage, on va dire, relativement pertinent à leurs yeux. En général, quand une personne dispose de beaucoup de patrimoine, elle ne souhaite pas que son enfant se marie avec quelqu'un qui n'en aurait pas, ou alors beaucoup moins. Donc là, les stratégies qui vont être choisies vont consister à faire en sorte que ces enfants choisissent un conjoint d'un milieu social proche ou identique. Alors comment? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, la stratégie qui est utilisée consiste à organiser ce qu'on appelle des rallyes. Les rallyes, ça va être des réunions de jeunes qui sont choisis donc par les parents pour vivre ensemble on va dire des moments festifs. Ce peut être des visites d'ailleurs culturelles, mais ce peut être aussi des sortes de mini-soirées. Le but étant en fait de plonger son enfant dans un espace social construit, dans lequel il va retrouver, là aussi, encore une fois, des enfants de son milieu social. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers les rallyes, ce qu'on obtient en fait, c'est la construction d'un espace social homogène, puisqu'on va retrouver ici une variété d'enfants, à la personnalité différente, mais en revanche, ils vont tous avoir comme point commun d'appartenir au milieu social de la haute bourgeoisie. Alors, le résultat final, c'est quoi? Si on prend l'exemple de la stratégie matrimoniale, c'est que l'enfant va choisir son conjoint, et en effet, il va être libre parmi une variété de personnalités, mais la construction sociale de son espace de vie va faire qu'il va choisir quelqu'un qui appartient à son milieu social, ce qui était le but recherché par les parents. Alors, au final, on s'aperçoit que les parents transmettent, alors naturellement avec des guillemets, les trois formes de capital. Dès l'enfance, un enfant va baigner dans un capital culturel, mais aussi un capital social, par l'ensemble des personnes qu'il va être amené à rencontrer, et évidemment d'un capital économique, qui conduisent au final, lorsqu'on regarde un peu les chiffres et les devenirs de ces enfants, à une reproduction sociale de ce groupe social. La haute bourgeoisie a tendance à se reproduire du fait de l'ensemble des stratégies qu'on vient de décrire. Donc, pour reprendre notre point de départ, on peut clairement répondre que la haute bourgeoisie est une classe sociale à part entière, encore aujourd'hui. Et voilà.